Je vais passer la parole à notre conférencier qui est déjà connu par nos membres de l'UNAFAM, qui est donc le docteur Mouchabak et qui va donc faire la conférence de clôture. Donc Stéphane Mouchabak est psychiatre dans le service de psychiatrie de l'hôpital Saint-Antoine. Il collabore avec un laboratoire de sociologie et il a publié des travaux dans le domaine des nouvelles technologies, leur impact sur les soins en psychiatrie. Il fait partie de l'ICRIN qui donc travaille sur l'e-santé à l'Institut de recherche cerveau et moelle à la Salpêtrière. Et donc, il coordonne un groupe qui s'appelle Innovation dans le cadre de la FPB dont nous a parlé Jérôme Brunat tout à l'heure. Donc, Stéphane, à toi pour la conférence de clôture d'une trentaine de minutes. Merci beaucoup. Alors, je suis toujours très honoré de pouvoir présenter nos réflexions. Je vais juste vous demander de me confirmer que vous voyez à l'écran mon... Oui, parfaitement. Il faudrait juste agrandir un peu le diaporama. Voilà, il était capricieux. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai 30 minutes pour vous donner de l'espoir. Alors déjà, pourquoi de l'espoir ? Moi, ce que j'aime bien dans l'étymologie du mot espoir, ça vient du latin speres, qui veut dire que l'on considère quelque chose comme devant se réaliser. Donc pour moi, l'espoir n'est pas qu'une utopie, ça va être quelque chose qui est là, qui est proche, et je pense que c'est pour ça qu'il faut en avoir une idée assez nette. Quand on parle d'intelligence artificielle, on pense à quoi ? Terminator, Skynet, quelque chose qui va nous broyer. On a déjà eu l'opportunité d'en discuter ensemble. Le phénotype digital, qu'est-ce que c'est ce grand mystère ? Eh bien, tout ça s'intègre potentiellement dans une histoire intéressante et qui peut nous aider à espérer, parce qu'elle va peut-être nous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans nos cerveaux, autant quand ils vont bien que quand ils vont moins bien, et peut-être de nous donner des modèles explicatifs nouveaux, pertinent ou non, on verra, aussi bien au niveau du diagnostic qu'au niveau thérapeutique. Alors, le grand problème des troubles psychiques et même des maladies en général, c'est que pour les comprendre, il faut les classer. Si je vous montre, par exemple, ces objets, on a des objets qui sont là, ils ont des formes, des utilisations, des couleurs, des matières. Donc, dans l'absolu, on peut les classer et les organiser de plusieurs façons. On peut les organiser justement par fonction, celle qui nous sert à écrire, et les ronds. On peut les organiser par couleur. On peut les organiser par matière, végétale ou non. Bref, vous voyez que les mêmes objets peuvent être vus dans des tas différents. Eh bien, c'est pareil pour les symptômes. Et c'est un des grands problèmes finalement des diagnostics qui, je vous le rappelle, amènent à des étiquettes, de la stigmatisation dans certains cas, mais aussi des traitements, et les traitements qui peuvent être adaptés ou non, c'est que si on classe mal, eh bien, on se perd un petit peu. Alors, justement, dans les années 70, il y avait un grand débat sur comment peut-on mieux comprendre les maladies. Plutôt que de se dire ça ressemble à, on a utilisé des critères. Alors, ça a été un peu la mission du DSM dès les années 60. Et voilà ce qui se passe. Sur le DSM-1, nous allons avoir à peu près 60 diagnostics. Le DSM-2 en sortira 145, le 3, 292, le 4, 410 et le 5, 541. On en prend presque 100 par version. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que finalement, comme on se rend compte de la complexité de ce que l'on étudie, la complexité des maladies, et que dans certains cas, ça rentre mal dans les boîtes. On ne sait pas trop si c'est à tel endroit ou tel endroit que le diagnostic serait le plus fiable. Eh bien, on a créé des catégories, des sous-catégories. Au bout d'un moment, on devient un petit peu critique. Quand on commence à avoir une telle inflation de diagnostic, c'est peut-être qu'on est obligé de créer des catégories pour faire rentrer des choses qu'on ne comprend pas. Ce qui veut dire que pour les traiter, s'en occuper, proposer des thérapeutiques, ça va être un peu compliqué. Et quand on retrouve en plus au sein de tous ces diagnostics des points communs, on se pose la question de dire, est-ce qu'on n'a pas fait trop de tranches de notre gâteau ? Est-ce qu'il n'y a pas trop justement de diagnostics en fonction des symptômes ? Et est-ce que finalement on ne pourrait pas un peu réduire tout cela à des choses plus conséquentes, plus cohérentes ? Donc, bien sûr qu'on a critiqué ce fameux DSM qui, malgré tout, a aidé énormément à comprendre la science. Mais peut-être ce qu'ont reproché certains auteurs, c'est de dire, finalement, ce DSM, c'est un vieux débat, il date finalement de l'époque grecque, où vous aviez d'un côté l'école platonicienne qui disait que toute maladie a son corollaire en catégorie, et l'école hippocratique qui disait, mais non, nous sommes tous porteurs de tout un tas de, allez, on va appeler ça aujourd'hui les traits, il appelait ça les humeurs, etc., et que les maladies sont des extensions
de ses humeurs, un peu, beaucoup passionnément à la folie. Eh bien, on retrouve finalement un peu ça, sauf qu'aujourd'hui, la science est quand même pas mal influencée par le modèle que l'on prend. Effectivement, si on part de ces catégories et qu'on fait de la recherche, eh bien, on va associer, en fonction de ce que l'on trouve, des résultats à ces catégories. Mais si les catégories, comme on vient de le voir, elles sont pas si valides, qu'est-ce qui ferait quand à peu près 50-60 ans, on est augmenté quasiment x10 notre nombre de diagnostics? On n'était pas plus mauvais il y a 60 ans. On connaissait pas moins de choses, on observait les mêmes choses. Simplement, eh bien, on s'est rendu compte de cette complexité, on a cherché à travailler beaucoup et à essayer d'organiser un peu notre pensée. Mais on a reproché à cette science parfois, d'avoir créé des résultats qui finalement correspondent peut-être vont pas correspondre à une réalité scientifique, et puis interrogent quant à ce qu'on appelle leur validité, c'est-à-dire, bah oui, est-ce que ça correspond à quelque chose d'objectivable et qui a finalement une origine réelle au niveau scientifique. Donc vous voyez qu'un auteur comme Herman van Praag, alors Herman van Praag, et dans les années 70-78, a vraiment été un des précurseurs du travail sur la sérotonine dans la dépression. Et lui, il a dit de manière assez géniale, sortir du tunnel nosologique et de la nosologomania, c'est-à-dire faire de la nosologie, c'est-à-dire des classifications et des classifications, créer autant de diagnostics qu'on a d'idées pour faire correspondre un peu ce qu'on voit dans la science à des éléments cliniques. Et finalement, Van Praag disait, 40 ans quasiment avant nous, eh bien, il y a trop de diagnostics, il faut un peu changer notre fusil d'épaule si on veut un petit peu comprendre. Alors, justement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On sait, en plus, que un diagnostic, ce n'est pas quelque chose à l'instant T. Un diagnostic, ça a une dynamique temporelle, comme je vous montre sur ce schéma. Il y a des moments où ça monte, ça descend, il y a des moments où ça s'exprime, il y a des moments où ça ne s'exprime pas, et puis tout n'est pas si fort. Et puis un diagnostic, ça correspond aussi à une interaction avec l'environnement. Nicolas Ramos en a parlé un petit peu dans la génétique. L'interaction gène-environnement, elle est là. Et puis, elle se définit aussi par rapport à quelque chose de social, aussi bien dans sa modulation et que dans son expression, ce qui est la souffrance, qui est le fonctionnement psychosocial. Donc, on voit bien que ce n'est pas juste une série de critères qui va répondre à notre problématique, puisqu'elle est inscrite dans le temps, dans l'espace et dans les interactions. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est peut-être pour ça qu'on est vite perdu, et c'est pour ça que malgré toute la bonne volonté, et la science en plus cherche à plutôt réduire son objet d'observation, ce qui ne veut pas dire qu'elle a une vision simpliste, mais elle sait que quand on prend une position plus simple, c'est plus simple de découvrir et de réfléchir. Mais cette complexité, eh bien, parfois, elle nous joue des tours. La capture de ces symptômes, en plus, on ne l'a pas en permanence. Et oui, quand vous allez voir un médecin, il vous dit ça va, vous lui dites oui ou non, mais en fonction des 3-4 derniers jours que vous venez de vivre, en fonction des 3-4 derniers éléments que vous avez. Nous-mêmes, quand on se fait une opinion d'un traitement, d'un médicament, on ne pense pas à une centaine de patients, mais à 3-4 qu'on vient de traiter. Notre cerveau est ainsi fait. Et la science n'échappe pas à ces règles, puisqu'elle est faite par nos cerveaux. Donc, on a besoin d'aller un petit peu plus loin. Et c'est peut-être là que, pour moi, le spérès, l'espoir, peut être présent. Nous en sommes à la 4e révolution industrielle. On a la mécanique, l'électricité, les ordinateurs, et aujourd'hui, cette intelligence artificielle. Alors, dans le mot intelligence artificielle, il y a 2 mots qui pourraient être un oxymore. L'intelligence peut-elle être artificielle? On ne va pas rentrer dans le débat, nous n'avons pas le temps. Mais appelons-la comme ça. Cette intelligence artificielle, elle nous offre probablement une nouvelle vision potentielle. Ça ne veut pas dire que tout est à prendre au pied de la lettre, mais ça veut dire qu'à travers elle, il y a quand même une dimension d'espoir. Mieux comprendre les troubles. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux comprendre les troubles? Si nous, intelligence collective humaine, on a eu du mal, comment une intelligence siliconée pourrait le faire? Oublions, aujourd'hui, elle ne pense pas, cette intelligence. Ce n'est pas une conscience qui est capable de dire « tiens, ça c'est mieux que ça ». Ce sont des algorithmes qui pondent un résultat qui, à travers des modélisations mathématiques et des probabilités, nous disent bah, « ça a plus de poids que ça ». Mais on l'appelle intelligence parce que ça ressemble un petit peu à notre fonctionnement, même si parfois ça prend des chemins de traverse. Et surtout, sa dimension d'apprentissage qu'on arrive à programmer, elle apprend d'elle-même, elle peut déterminer des règles et finalement se créer un savoir à sa façon et trouver des solutions, ce qui ne veut pas dire qu'elle en ait conscience, cette intelligence, ça veut dire simplement qu'elle trouve des solutions adaptées à une problématique donnée, eh bien, elle est éclairante. Pourquoi elle est éclairante? Vous avez surtout entendu parler de machine learning, de ces apprentissages automatiques. Ce sont des algorithmes qui nous permettent de déterminer des catégories, de finalement classer
les choses, classer les observations. Comme tout à l'heure avec nos objets, un algorithme aurait pu trouver les 4 façons de classer aussi, voire 5, voire 6, peut-être d'autres à laquelle on n'a pas pensé. Et c'est peut-être parfois cette autre à laquelle on n'a pas pensé qui est une ouverture, somme toute, assez intéressante dans notre propos. Oui, la médecine fait un bond énorme, exceptionnel, quand au XVIIe siècle, on commence à faire beaucoup plus d'anatomie et on commence à faire de la physiologie et de l'anatomopathologie. On voit l'organe, comment ça marche et sa dysfonction. Sauf que nous, dans le registre des maladies mentales, on n'a pas les moyens de le faire. Et aujourd'hui, grâce à l'imagerie, la biologie moléculaire, la psychologie expérimentale, on a eu plein d'éléments qui nous ont permis de recueillir des informations, mais elles sont tellement multiples et complexes, bien plus que regarder un rat au microscope. Je n'ai rien contre les néphrologues, mais je donne mon point de vue. Le cerveau est bien plus complexe que ça. Et c'est là où tous ces apprentissages automatiques vont nous aider à trouver des solutions, voire à trouver ce que sont certaines maladies, voire à nous aider à les renommer pour probablement mieux les traiter. Alors vous allez me dire, mais pourquoi un cerveau humain n'y arrive pas? Parce que c'est compliqué. Et moi, je dis toujours, si je peux me faire aider par quelque chose qui marche plus vite, ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que moi, ça veut dire qu'il marche plus vite. Une voiture n'est pas plus intelligente que moi, mais elle va plus vite. Eh bien, utilisons ce qui va plus vite, plus loin, pour essayer de faire mieux. Aujourd'hui, grâce à cela, on peut faire des analyses de cerveau comme ça, sur des cubes d'1 million de points et sur 1 million de points, extraire des différences entre des groupes simplement parce que la puissance de calcul le permet. Et justement, quand cette puissance de calcul le permet, elle peut nous aider à même prédire des états. À partir du moment où on a une image à un instant T et qu'on en a des dizaines et des dizaines et qu'on sait ce qu'elles deviennent au bout de 2-3 ans, eh bien, l'ordinateur est capable de faire des prédictions sur ce que va être une évolution d'un trouble. Alors vous allez me dire, ouf, ça sent le Minority Report de Kadik. Oui, soyons vigilants quant à l'utilisation qu'on va en faire. Mais si elle nous aide à comprendre l'évolution d'une vulnérabilité en fonction de son interaction avec l'environnement, eh bien, justement, là, peut-être que nos interventions précoces seront plus efficaces et encore plus ciblées. De la même manière, et c'est là où peut-être je vais concentrer moi mon propos puisque c'est sur quoi je travaille, nous avons tous en poche aujourd'hui, quasiment tous, des téléphones portables et des outils connectés. Il y en a, je ne sais plus combien, à peu près 3 ou 4 par habitant dans le monde aujourd'hui. Alors il y a des gens qui en concentrent plus, mais tout le monde en a. Eh bien, le saviez-vous? Avec ces outils, nous pouvons recueillir de l'information multiple et variée. Votre voix, la manière dont vous parlez, le débit verbal, le contenu émotionnel de votre voix, mesurer le nombre de pas que vous faites, mais pas que, dans quelle direction vous allez, si vous marchez comme d'habitude ou de manière un peu chaotique, avec qui, quoi, comment vous communiquez, combien de temps vous passez sur l'écran ou pas, est-ce que vous êtes statique ou pas, rajouter des biocapteurs, mesurer la conductance cutanée, le rythme cardiaque, voir, comme certaines équipes viennent de le faire, le taux de cortisol en temps réel, rien qu'avec des petits biomarqueurs super bien foutus, génétiquement modifiés, ou alors tout bonnement, en vous posant des questions, comment te sens-tu aujourd'hui? Eh bien, cette somme de données multipliée par le nombre de fois où on les prend, multipliée par le nombre d'individus, nous donne une base de travail tellement importante que, oui, notre cerveau ne peut pas l'analyser. Par contre, un algorithme, lui, du moment qu'on lui donne à manger, c'est-à-dire du temps de calcul et de l'électricité, pour lui, ça va être non pas de la routine, mais beaucoup plus facile. Et grâce à cela, justement, nous allons avoir peut-être une manière de croiser ça avec des nouveaux modèles. On a évoqué les critères RDoC à plusieurs moments. Vous savez, cette matrice qui est plutôt une matrice ascendante. On part finalement du fonctionnement de tous, des dimensions qui nous concernent tous, vers leur dysfonction plutôt que l'inverse, comme le ferait le DSM. On a dans ces critères RDoC tous les systèmes ou les domaines d'émotions à valence positive, négative, la peur, l'anxiété, positive, le plaisir, les systèmes de renforcement, les systèmes cognitifs, attention, mémoire, etc., les processus sociaux, l'éveil, la modulation, les systèmes sensorimoteurs, et qui, en plus, sont croisés avec tout ce qu'on connaît dans le domaine, les gènes, les molécules impliquées, les cellules, les circuits, comment ça marche, les comportements qui en découlent et comment on les évalue et comment on les mesure avec quels outils. Toute cette matrice, c'est beaucoup, beaucoup d'informations, comme vous le voyez, mais ça reflète un petit peu ce que nous sommes tous. Et nous avons tous un système positif, négatif, cognitif, etc. Simplement, il peut y avoir des différences qui vont être dues aux gènes, à la manière dont les molécules sont organisées, déficitaires, les cellules dont elles ont migré. Tout ceci est quand même très complexe.
justement à modéliser, appréhender pour notre cerveau? Eh bien, justement, l'intelligence artificielle, elle, à partir de tout cela, elle en fait une affaire beaucoup plus simple. Et quand vous couplez ces nouveaux outils de phénotypage numérique, c'est-à-dire ces téléphones qui peuvent mesurer des éléments multiples et variés, eh bien, ils deviennent des outils d'exploration de ces fameux critères qui nous caractérisent, mais aujourd'hui, dont on ne sait pas trop quoi faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et on a là des nouveaux outils, temps réel, que tout le monde possède pour comprendre par exemple, que quand j'ai des difficultés dans tel domaine, si je regarde comment j'ai fonctionné dans le mois qui suit, peut-être le mois qui précède, je vais observer des modifications de mes comportements habituels, je vais observer une certaine façon d'agir sur mon écran et que, par exemple, les systèmes de la peur peut être mesuré par mon GPS informatique. Oui, j'ai peur, donc je ne sors plus. Je vais voir. Ça devient un biomarqueur numérique, une signature numérique de la pathologie. Alors, bon, dit-on, c'est de l'informatique, qui possède les données? Là, c'est un autre débat éthique et nous travaillons tous dessus. Moi, par exemple, je travaille avec des sociologues et des philosophes pour définir un peu des limites, aussi bien qu'avec des mathématiciens pour créer des outils. Mais vous allez voir que ça, c'est quelque chose dont on aurait finalement un peu de mal à ne pas prendre en compte. Le laisser de côté, ça serait une erreur, de principe ou pas. Moi, par exemple, je suis sur aucun réseau social, sauf peut-être ResearchGate. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça parce que je trouve le principe, pour moi, non intéressant. C'est mon point de vue. Par contre, ça, je trouve intéressant. Donc, je veux dire, le numérique, c'est quelque chose de global avec ses avantages et ses inconvénients, mais comme toujours en science, considérons que c'est un objet de la science. Et mais pourquoi il peut nous donner de l'espoir? Parce que grâce à lui, nous allons peut-être mieux comprendre de manière dynamique, répétée, comme on le faisait avec des échelles en recherche, mais là, des marqueurs plus complets, nous allons comprendre la dynamique du trouble. Et non plus un diagnostic à un instant T, mais comment tous ces systèmes qu'on a vus précédemment, les critères RDoC, évoluent dans le temps, dans leurs interactions, et comment ça peut se manifester par des marqueurs numériques que l'on peut traiter et modéliser tout ça pour avoir une représentation tellement plus importante, tellement plus complète, tellement plus complexe, parce que nous pouvons juste nous l'avoir en intuition, on l'a intuitivement, mais on a bien du mal à le représenter complètement quand on veut le mettre sur le papier, parce que c'est complexe, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Et ce jour-là, quand en prenant en compte ces modifications et qu'on vous demande comment dormez-vous, si habituellement on dit pas bien, moi ça fait 3 jours que j'ai pas bien dormi. Et c'est pas pour autant que je vais prendre un médicament, c'est tout bête, j'ai eu un calcul rénal. Donc j'ai mal dormi pendant 3 jours, mais la semaine d'avant, je dormais bien. Pourtant, si j'allais voir un médecin, je dis vous dormez comment? Avoir mal, ça fait ça fait 3 jours que j'ai pas dormi. La probabilité que je reçoive un médicament, elle serait plus élevée, alors qu'en vrai, c'était juste un artefact. Donc vous voyez, là, on va avoir des outils multiples et variés qui nous permettront probablement de mieux modéliser, mieux comprendre toutes ces interactions et de les capter peut-être, je dirais pas différemment, mais en plus de beaucoup de choses. Et là, on parle d'un smartphone, mais les objets connectés, les objets de santé connectés, c'est un marché énorme, donc les gens vont faire, et surtout, on va créer des outils de plus en plus puissants pour capter justement une biologie en temps réel, objectivable, que l'on pourra croiser avec des données multiples et variées. Alors, est-ce que c'est un patient 3.0 ? Pour l'instant, restons raisonnables. Oui, ça va nous servir pour la recherche. Ça, c'est un fait. Tout ceci, ces phénotypes numériques, ces histoires d'intelligence artificielle, d'algorithmes et de captation RDoC, c'est la recherche. Deuxièmement, ça nous aidera peut-être à mieux comprendre véritablement ce que sont les pathologies, les troubles, dans leur dimension, un peu, beaucoup, énormément, etc., à classer et peut-être à mieux nommer les phénomènes qui se passent. Beaucoup de maladies, aujourd'hui, on n'a plus envie de les appeler comme ça, on aimerait les appeler autrement, parce qu'on sait qu'elles sont tellement hétérogènes que ça ne reflète pas la réalité. Et enfin, ça nous aidera à avoir tous ces biomarqueurs, comprendre comment il y a des cinétiques et dynamiques, et mieux traiter. Alors, je conclurai pour être dans les temps, ça ne se fera pas sans justement une collaboration globale, investie, et on ne voit pas en haut que j'avais écrit, je crois, patient 3.0. On a besoin tous de construire ces outils, et on ne doit pas les réserver à, si on fait les GAFAM, le grand Satan, oui peut-être, mais pas les réserver à une entité qui maîtrise le numérique, et justement, il faut tous être proactifs pour pouvoir participer de manière collaborative et intelligente, avec un mot à dire là-dessus.
Et je terminerai par une référence. J'ai commencé par Buzz l'éclair et je terminerai par Star Wars A New Hope. Oui, je pense que c'est un nouvel espoir. C'est quelque chose qui peut être très porteur. Bien sûr, si je suis enthousiaste, c'est parce que c'est la fin de journée et je pense que c'est aussi ma mission. Il faut rester raisonnable, il faut savoir prendre le temps, il faut savoir réfléchir, mais peut-être tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, et qu'entre les deux, il y a 50 nuances de gris, et je crois que quelqu'un a fait fortune avec un bouquin là-dessus. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous avoir donné ce nouvel espoir. Merci beaucoup Stéphane pour cette conférence pleine d'espoir. Alors, il y a plusieurs remarques de la part de monsieur ou madame Joussin, de madame Pillet, de David Rosset, sur le fait qu'il peut y avoir, enfin, on peut penser à Minority Report et on peut penser à un mésusage ou à des usages non éthiques de ces techniques. Et donc, quelles seraient tes recommandations pour éviter ce genre de difficultés? Alors justement, de toute façon, c'est une des questions majeures. Là, par exemple, à titre d'exemple, je crois que je l'ai transféré à Madame Graillot, un article qu'on a écrit sur intelligence artificielle et directives anticipées. Un travail qu'on a fait conceptuel sur les aspects éthiques et légaux de comment l'intelligence artificielle peut être ou non envisagée dans l'écriture, l'utilisation des directives anticipées. Faire que moi, par exemple, en tant qu'individu, si je perds ma capacité à consentir, est-ce que j'accepte qu'un algorithme, et ça viendra, prenne des décisions de santé me concernant? Donc je pense qu'il y a tout un travail de réflexion qui doit se faire, collaboratif. Alors, le plus objectif possible, sommes-nous objectifs? Non, mais au moins réfléchir. On est en train de préparer un autre article sur justement, est-ce que ces outils-là nous aident à diminuer les biais dans la décision de santé? Donc, je pense qu'il y a une réflexion à faire. Elle existe, hein, beaucoup de personnes écrivent. Je pense qu'il ne faut pas cantonner cette réflexion au simple psychiatre. Pourquoi? Parce qu'on ne sera jamais totalement objectif. Les philosophes ont des mots à dire, les psychanalystes ont des mots à dire, les patients ont surtout des mots à dire. Et je crois que ce qui s'applique à l'IA en général doit s'appliquer encore plus à la médecine. Et je pense qu'il faut être courageux, quel que soit notre point de vue, pour proposer plutôt que s'opposer. Aujourd'hui, moi je dis que c'est quelque chose qui doit rester dans le domaine public. À partir du moment où on monétise trop, on perd aussi peut-être l'essence même de ce qu'est ce soin. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des entreprises pharmaceutiques qui font des médicaments, qu'ils vendent. Et pourtant, c'est utile. Et oui, il y aura toujours des gens qui vont vendre. Et je peux comprendre que quand on travaille, on a besoin d'argent. Mais pour ça aussi, il y a une collaboration à faire entre ce qui est du registre institutionnel, le public, des gens qui bâtissent et les entrepreneurs qui font de l'argent, et faire que le temps académique et le temps entrepreneurial ne soient pas trop éloignés, parce que sinon, c'est là où on se perd. Une réflexion, prendre le temps, mais attention, ça va très vite, et c'est pour ça qu'il ne faut pas trop regarder le train passer. J'ai répondu longuement, mais... Merci encore Stéphane pour cette conférence remarquable. Et donc, il y a une question de M. Rosset qui dit « Est-ce que nos sociétés modernes ultra-connectées ne sont pas à l'origine d'une hausse des troubles psychiques ?» Et je propose qu'on garde cette question pour l'année prochaine parce que c'est l'objet d'un vaste débat et on a consacré, nous, un numéro entier de dialogue in clinical neuroscience à ce sujet. Et donc, je pense que ça sera l'objet de conférences l'année prochaine. Donc, merci beaucoup à tous les participants.